Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour, bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre environnement virtuel Mathieu Thomas. Salut Mathieu. Salut Sébastien. Écoute, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et du coup, tu es athlète. Et ça fait un petit moment là, j'avais pas eu d'athlète. Voilà, en plus, du coup, tu dois préparer les JO, sûrement, certainement. C'est ça, je prépare les Jeux paralympiques dans la discipline qui est le para-badminton. Ok. Alors du coup, tu es le premier invité athlète paralympique que j'accueille, en tout cas en activité, puisque j'avais reçu une athlète qui avait fait les Jeux Olympiques. Alors je me souviens plus en quelle année, mais en tout cas c'était en tennis. Aujourd'hui, elle est vice-présidente de la Fédé de tennis. C'est Florent Alix Gravelier. Et du coup, voilà, c'est le deuxième. J'avais invité une femme la dernière fois, voilà. J'ai un mec maintenant. Donc, super. Et puis, un autre sport de raquette, donc sympa, que je connais pas trop, mais en tout cas, tu vas nous raconter. Alors, du coup, ça se passe comment ton activité? Tu t'entraînes à plein temps? Tu as un job à côté? Comment tu fais? Souvent, les athlètes, ils ont cette difficulté de pouvoir un petit peu concilier les deux. Ils n'ont pas toujours les sponsors nécessaires pour, en tout cas, vivre de leur sport pleinement. Toi, tu fais comment? Moi, la particularité, c'est que je travaillais avant, et même, je dirais que j'ai commencé le sport de haut niveau à l'âge de 30 ans. Donc, j'ai une carrière professionnelle avant ma carrière sportive. Et du coup, je m'en sers aujourd'hui pour... Enfin, j'étais ingénieur dans l'innovation, mais j'entreprenais beaucoup. Et au final, mon job aujourd'hui, qui est sportif de haut niveau à temps plein, donc je m'entraîne pendant un petit 35 heures par semaine. Et donc, du coup, pour travailler à côté... J'ai monté ma société et au final, tout mon background, on va dire, d'entrepreneur, aujourd'hui, je m'en sers au service de mon projet sportif. Donc, aller chercher des partenaires, aller chercher à proposer des nouvelles offres aussi pour les entreprises. Et principalement, aujourd'hui, j'interviens en entreprise pour sensibiliser autour du handicap et essayer aussi de faire de l'inclusion par le sport en allant défier les entreprises et un peu montrer, défier. Quand je dis défier, c'est aller dans les entreprises, faire découvrir ma pratique et après un peu défier les plus sportifs et que moi sur un terrain de badminton ou dans d'autres disciplines aussi pour montrer que même en situation de handicap, on peut aller titiller aussi la performance ailleurs. C'est ça qui est drôle. Ouais, ça c'est important, du coup, de pouvoir un petit peu mettre en avant tous les athlètes, on en a quand même pas mal et on a des très, très bons résultats. Je trouve on a peut-être plus de résultats côté paralympique que côté olympique en termes de médailles. Il faudrait que j'aille vérifier ça, mais je crois que... Un peu plus, mais on fait une seule et même équipe en quelque... Ouais. Non, mais je me dis, après, voilà, on fait une seule et même équipe, mais du coup, les jeux sont pas au même moment. Donc, du coup, je trouve que ça serait une belle idée que tout se passe au même moment, je trouve. Tu vois, pour l'université du sport. Après, je sais pas si ça serait possible en termes de logistique. Je pense que ça serait même quasi impossible. Avec toutes les bonnes volontés qu'on aurait, mettre les jeux sur un mois, c'est ce qu'il faudrait au final, rallonger tout ça. Pour les bénévoles, pour tous ceux qui travaillent ou ainsi de suite. Un mois d'événements, ça fait vraiment beaucoup. Après, on m'a posé plusieurs fois la question de savoir est-ce que j'aurais aimé les avoir en même temps. Moi, je pense pas, dans le sens où je suis aussi content d'avoir que le public se déplace pour aller voir aussi du para. Et si on met les mêmes sports, ou en tout cas si on fait les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques au même moment, on va comparer les choses. Et parce que c'est obligatoire, on va voir. Et
Et je pense que c'est la même chose entre le sport masculin et féminin. Et c'est aussi pour ça que le sport féminin, je prends l'exemple du football, où au final, les gens ils se disent bah c'est moins intéressant puisqu'ils sont en train de comparer avec du football masculin. Mais c'est le même sport, mais c'est pas la même discipline. C'est ça qui est intéressant. Ou je sais pas comment on pourrait dire ça, mais pour moi on joue pas dans la même catégorie. On va voir d'autres choses. Et si on attend d'avoir la même chose avec le même gabarit que les hommes chez les femmes, eh ben c'est là où on se trompe. C'est la même chose en para. En para, on va pas aller aussi vite. Ça sera spectaculaire, mais différemment. Mais si on compare et qu'on met à côté, je pense pas que ce soit aussi spectaculaire que ça. En tout cas, c'est mon point de vue, parce qu'on sera en comparaison avec d'autres sports, et donc je suis assez content que ça soit bien séparé. En tout cas, pour ma part, après, les avoir avant, ça, c'est autre chose. D'avoir les Jeux paralympiques avant les Jeux olympiques, ça serait intéressant aussi de les... Moi, je trouverais que ça serait intéressant dans le sens où on ouvre aussi le bal. Mais Ouais, donc, c'est sûr. après, il y a les gens qui diraient, bah, au moins, ils essuient les plâtres des bâtiments ou des installations qui sont pas encore totalement terminées ou totalement aux normes en termes d'accessibilité, et donc ils terminent ça pour les parents ensuite. Ok. Tu connaissais le podcast Parlons de votre mental ou pas du tout? T'as entendu parler? Pas tout à fait. Donc, Bon, bah écoute, c'est une première. Donc, le podcast, moi, j'aime bien commencer par un petit portrait chinois de mon invité. Voilà, c'est quelques petites questions, mais ça permet aussi de rentrer un peu dans ton univers, de te connaître un petit peu mieux. Et ensuite, bah, du coup, écoute, on ira explorer un petit peu la dimension mentale. Et bah, comment tu fais, toi, en tant qu'athlète, et puis, comme tu nous dis, bah, chef d'entreprise, puisque finalement, tu entreprends. Comment tu allies les deux? Ok? c'est ça. Ok, ça marche. Allez. Alors, la première question que j'aime bien poser, c'est si tu étais une couleur, tu serais quelle couleur et pourquoi? Alors, moi, je serais le rose pour 2 raisons. Regarde, t'as le col rose, déjà. C'est le col rose, mais en fait, j'ai mes couleurs, c'est le bleu, blanc, rose. Mais tu m'as demandé une couleur. Donc, une couleur, si je devais choisir sur les 3, ça serait le rose. Le rose, parce que du coup, c'est ce mélange entre le blanc et le rouge. Le rouge, c'est la passion, l'amour. Et le rose, parce que, voilà, c'est ce mélange-là un peu adouci. Ce contraste aussi un tout petit peu. C'est un peu ma philosophie. Et puis, le rose, moi, je l'associe beaucoup, et on associe beaucoup cette couleur-là à mon cancer, au cancer, pardon. Et donc, du coup, ce rose, j'ai un même petit, j'adorais cette couleur-là, mais ça a aussi encore plus de sens dans ma vie aujourd'hui. Eh oui, bah, le cancer, octobre rose, la couleur, le rose, C'est ça. souvent associé. Ok. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, tu t'identifierais à quel moment? J'hésite entre deux, soit très tard le soir ou très tôt le matin. Mais je pense que ça serait très tôt le matin. Je dirais même le meilleur moment de la journée, je pense que c'est ça, c'est quand tout le monde dort encore et que toi, tu te lèves et que tu as toute ta journée devant toi pour faire plein de choses. Donc moi, c'est vraiment tôt le matin. Je suis un lève tôt. Ok. Est-ce que tu aimes lire? Bah, de plus en plus, mais pas tant que ça. J'ai besoin que ça aille vite. Et donc, du coup, la lecture pour moi, ça me stimule pas assez vite encore. Ou du coup, je suis plus à dialoguer avec les gens. Tu vois, les podcasts, ça m'intéresse plus que d'aller lire. Ou peut-être que mon cerveau pense à tellement de choses en même temps que quand je lis, j'arrive pas à décocher là. Donc là, on va parler dans le mental, là, je pense. La concentration. Ouais. Du coup, si tu avais quand même un livre à nous qui t'inspire et que tu aimes bien citer, ce serait lequel? Alors là, tu me poses une vraie colle parce que je lis pas assez de livres pour vraiment dire pour en citer un en particulier que j'aime beaucoup. Ouais, que t'as marqué, même dans ton enfance, hein, des fois, il y a des livres qui nous marquent dans l'enfance. Tu vois, il y a après, des fois, c'est même pas que des livres, hein, des fois, c'est des fois, c'est des fables, tu sais, les fables de La Fontaine, par exemple. Des fois, il y en a qui sont plus marquantes que d'autres. Mais écoute, c'est pas grave pour le livre. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire, toi, que tu aimes bien te répéter? Que j'aime me répéter, pas plus que ça dans les citations. En fait, il y a plein de choses là-dessus. Après, je dirais j'en sais rien, mais beaucoup de celles de Nelson Mandela, mais c'est tellement connu et commun que je trouve ça bateau de dire ça. Souvent, les sportifs, ils ont des mantras, tu sais, des trucs qui aident, notamment en compète aussi. Tu vois, des fois, quand
c'est un peu dur. Souvent, on a des mantras pour s'accrocher, faire un truc, c'est Moi, c'est légal. je me raccroche à mes proches. J'ai pas un truc particulier. J'ai mes mantras à moi, mais dans tous les cas, je sais pas comment tu avançais aussi dans le podcast, mais j'aime beaucoup me replier sur ma grotte et on peut-être parlera de down, mais des moments où c'est tellement dur pour toi, après des défaites, après des échecs, après tout ça. Moi, j'ai besoin de vraiment être très très seul et j'ai pas quelque chose qui me remotive par des chansons, par des non, je me rappelle pourquoi je suis là, c'est quoi l'objectif. J'ai besoin que ça passe, j'ai besoin de l'accepter et une fois que c'est accepté, après ça me remotive encore pour montrer qu'il faut que j'y aille. Donc pour reparler de mon train, non, je dirais vraiment c'est ce côté où relever. Franchement, moi, des personnes qui m'ont inspiré réellement. Il y a beaucoup Gandhi sur sa philosophie, mais surtout Nelson Mandela font sa prison avec son état d'esprit et de retomber, de tomber aussi bas à chaque fois. Donc voilà, je dirais que les choses qui m'inspirent, c'est plutôt ces gens-là. Après, la phrase que tout le monde connaît de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Je pense que je l'applique à chaque fois. Donc du coup, c'est vraiment inscrit. C'est celle que j'ai le. Ok. Si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu? Je crois j'en ai 3, mais la plus grande qualité que j'ai, je pense que c'est la persévérance. Je suis quelqu'un qui, déjà même très petit, quand j'arrivais pas à faire quelque chose, je lâchais pas l'affaire jusqu'à temps que j'arrive pas. Donc c'est quelque chose où je pense que là-dessus, ça me rend quelqu'un aussi de très têtu, du coup, parce que je veux trouver la solution et tant que j'ai pas trouvé la solution, je vais rester très buté sur ça. Et donc du coup, je vais jusqu'à réussir. Donc ouais, c'est plutôt un peu comme ça, ma persévérance, ma plus grande qualité. Alors tout à l'heure, on parlait de podcasts. Tu me disais que tu préférais écouter des podcasts plutôt que lire. T'en as si tu devais faire un petit trio là, de podcasts que tu aimes bien écouter, c'est lesquels? En fait, c'est beaucoup autour du sport. Il y a Champion de sa vie, j'aime beaucoup avec Cyril qui fait ça. Il y a Extraterrien aussi, qui a pas mal de gens et j'aime beaucoup l'approche et tout ce que les athlètes peuvent apporter. Et ensuite, après c'est un peu différent, mais ces deux-là vraiment je les écoute vraiment sur un peu tout. Ouais, c'est bien, effectivement. Bien. De toute façon, il y a plein de. C'est vrai que bon, voilà, il y a quand même pléthore de podcasts. Après, il faut faire le tri. Ouais. Donc, après, on peut pas tout écouter. Mais après, c'est vrai que c'est un peu comme une série. Après, quand on en a un qu'on aime bien, on aime bien écouter. Alors, moi, je fais un petit coucou aussi. Si je mets un trio, alors je vais pas mettre le mien parce que ça serait, comment dire, pas très modeste. Mais il y a le podcast Les Frappés qui fait de super interviews. Et notamment, il en a fait une il n'y a pas si longtemps que ça de Mike Horn. Et en fait, il interviewe souvent des athlètes, mais souvent dans des sports un peu extrêmes, tu vois. Voilà, il est un peu dans le même registre qu'Extraterrien, mais avec un côté un petit peu différent. C'est super intéressant d'aller écouter. Voilà. Donc, un petit coucou à Loïc Blanchard qui gère et anime ce podcast qui est sympa. Ok. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire? Alors, je suis pas du tout, comment dire, là, je suis très commun, mais j'ai été baigné par petit. Et je pense que quand on cite un athlète qui nous inspire, c'est Michael Jordan. Et moi, il m'a vraiment inspiré, cet homme. Déjà, je baignais avec ce sport de toute mon enfance. Et puis après, même en tant qu'homme, tout ce qu'il a réussi à accomplir dans l'échec, à rebondir, et que tout ce qu'il a pu rencontrer comme problématique d'homme, et ce côté très businessman qu'il avait tout compris, et cette exigence qu'il avait pour lui. Bref, moi, ça reste quelqu'un dans sa carrière qui est assez exceptionnel. Donc c'est assez bateau parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Oh, Michael Jordan, c'est vrai que en tout cas, c'est une légende, voilà, c'est pas un sport. Après, si on veut aller chercher dans le mental, je pense que Nadal, je sais pas qui peut le battre mentalement. Je pense que c'est une machine tellement forte. Mentalement, voilà, en fait, c'est ça, je vais aller chercher des traits de caractère de gens qui m'inspirent, mais si je veux aller chercher dans le mental,
même là, quand je suis en match ou des choses comme ça, il y a des moments où même avec notre coach, on se regarde, on se dit juste un mot, on se dit Nadal. Dans le sens, c'est là, chaque point, chaque coup, chaque déplacement, on lâche rien. Juste un mot a suffi en utilisant son nom de famille, quoi. Donc ça montre bien aussi l'importance que, ouais, de ces hommes-là qui ont une influence, en tout cas sur le mental, c'est Nadal. Après, sur la vie, son style, le flow, je sais pas si c'est quelque chose, moi, je suis très en quête de ça en ce moment. J'ai même écouté un podcast encore la dernière fois avec Alain Bernard qui parlait de flow et qu'il a trouvé son flow sur sa finale au jeu. Donc ou quand il a fait son recordman, j'ai confondu entre les deux. Mais c'était assez fou d'être, et qu'il disait j'étais en quête et puis le jour, en fait, je savais que j'allais gagner, il y a rien qui pouvait m'arrêter. J'avais le flow, tout passait facilement, et c'était des heures d'entraînement. Et je trouve que c'est hyper intéressant là-dessus. Et quand on voit n'importe quel super athlète, t'as l'impression que c'est hyper facile, ce qu'il fait. Quand on voyait Roger, ses coups qui passaient, voilà, c'est l'impression que c'est facile. Et du coup, c'est ça, ce flow des super légendes et des super grands qui montrent que ça paraît facile, mais c'est pas si simple parce qu'on n'arrive pas tous à le reproduire. Mais eux ont trouvé le timing, le tout. Et je trouve que c'était ça. Moi, je trouvais que Michael Jordan, il avait un certain style et un flow qu'il avait sur le terrain. Il était tellement relâché, tellement tout ça que c'est beau à voir. Donc, Ils ont surtout des attitudes, en fait, qui nous inspirent et un comportement, en tout cas dans l'adversité ou dans la détermination ou dans, ouais, ils sont inspirants sur le terrain, mais même en dehors, c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais, même là-dessus, si on prend un exemple, je vais rester dans le tennis d'un Benoît Paire qui est pas forcément exemplaire surtout. Ses excès de colère, sa gestion de la colère, par exemple, elle est pas exemplaire. En tout cas, c'est pas ce que je donnerais à mes enfants comme exemple sur la colère. Sinon, j'ai beaucoup d'objets chez moi encore en vie. Mais voilà, il reste exemplaire sur certaines choses, il reste inspirant, mais pas sur tout ça qui est intéressant même en dehors. En tout cas, sur cette partie-là, pas trop pour moi. Voilà. Ouais, Benoît. Il a pendant un bon moment, il était entraîné par Lionel Zambler, un copain, une connaissance. Mais si on va sur le côté un peu mental, je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour lui de casser quelque chose. En fait, il vaut mieux qu'il casse un objet de transition plutôt que de fissurer lui. Ah, complètement. Voilà, après, je pense que c'est ça. C'est sûr que bon, en termes d'exemple pour les enfants, casser des raquettes et tout ça, bon, c'est pas génial, tu vois, même pour le sponsor. Mais au final, bon, c'est ça. On va dire c'est le moyen qu'il a trouvé pour pouvoir rester dedans. Ça n'empêche pas d'avoir des bons résultats, bon, même s'ils sont un peu moins bons en ce moment, mais en tout cas, ouais, il y a du génie derrière. Voilà, de toute façon, je pense que tous les athlètes qui sont capables de s'entraîner, faire des hautes performances, sont tous un peu fêlés dans leur tête, hein. Pour dépasser ses limites sans arrêt, je crois il y a un petit truc là-haut qui fait que ça s'active alors que d'autres, ça s'active pas, elles le font pas, quoi. Donc il y a un petit grain de folie là-haut qu'il faut savoir gérer, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Complètement. Ok, en tout cas, merci pour ce petit portrait chinois. On va parler un peu plus du coup de la dimension du mental maintenant. Si on fait un petit point sur ton parcours sportif, même professionnel, tu regardes un peu dans le rétro, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire, en fait, c'est que j'ai eu plusieurs vies. C'est ça que ça me parle déjà. C'est que moi, à l'âge de 17 ans, en fait, on me diagnostique déjà un cancer. J'étais en terminale, donc jeune étudiant. Ensuite, du coup, dessus de mon cancer, en fait, j'avais une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. Donc, pour enlever la tumeur, on est obligé de sélectionner une nerf. Et ce qui est pas prévu, c'est que je suis en situation de handicap à ce moment-là. Et donc, du coup, cette situation de handicap, je ne l'accepte pas sur le coup. Donc, je me plonge dans mes études et donc je travaille jusqu'à l'âge de mes 30 ans ou jusqu'à mes 25 ans, même de mes 18 à 25 ans, j'ai totalement arrêté le sport. En tout cas, j'étais très sportif avant, je faisais du basket et je pouvais plus faire du sport comme avant. Donc, j'ai mis de côté cette partie-là. Et l'autre partie après que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai repris le sport, natation, vélo. Et j'ai commencé le badminton à 28 ans. Et c'est qu'à l'âge de 30 ans que je change de vie.
encore une fois, c'est que je me dis que j'ai envie d'aller puiser un peu plus dans ma singularité et qu'est-ce que je peux faire d'autres, de grandes choses aussi grâce à ça. Et c'est à ce moment-là que je me lance le défi de faire les Jeux paralympiques. Là, je fais une transition progressive aussi entre boulot et entraînement, dans le sens où je m'entraîne le soir et le week-end avant, je intensifie mes entraînements et, vers il y a maintenant 5 ans, au moment où mes jumeaux sont arrivés, là, je décide d'arrêter mon job, de m'entraîner en journée et de m'occuper de la famille le soir. Voilà, de trouver cet équilibre-là. Donc, moi, de mon parcours, entre mon parcours sportif, même professionnel avant, voilà, ça a été plusieurs vies, plusieurs chemins parcourus. C'est comme ça que je le vois et je pense que l'après-carrière aussi, je pars dès maintenant avec des conférences sur le handicap, des choses, de la sensibilisation, de la rencontre avec les enfants dans les écoles. L'objectif, c'est de transmettre. J'en suis persuadé. En tout cas, moi, ça m'anime de pouvoir transmettre à d'autres ce que j'ai appris et vécu et d'en tirer des enseignements, des méthodologies. Donc voilà, je pars un peu là-dedans. Donc voilà, plein de mini-vies. Moi, c'est ça que j'aime me dire, c'est que j'aime bien avoir plein de vies dans une vie. Ok. Bah ouais, après, c'est bien d'avoir, comment dire, pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier et puis essayer de se faire plaisir dans différentes activités. C'est assez nourrissant, puis ça permet d'avoir pas mal de rencontres diverses et variées. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. De quoi t'es le plus satisfait aujourd'hui? Je crois de mes enfants, le papa gâteau. Non, c'est fou. Moi, on a tellement galéré aussi pour les avoir parce que avec mon cancer, du coup, on est passé par 3 ans de PMA, de procréation médicale assistée, beaucoup d'échecs, beaucoup de tentatives et donc du coup, à la fin, quand ils arrivent, déjà 2 d'un coup, qu'on a eu des jumeaux, j'ai une fille et un garçon. Bon, bref, pour moi, c'est une vraie réussite. Ils sont nés préma, très grand préma, 1,6 kg, 1,8 kg. C'était vraiment tout petit. Et aujourd'hui, ils sont en bonne santé, ils sont vifs, ils sont un peu à l'image des parents. Donc du coup, ça va être sport, mais ça va être cool. Ouais, ouais. Les enfants, c'est inspirant dans nos parents. Donc, ça prend du temps, des fois c'est fatigant, et des fois ils nous fatiguent aussi, mais par contre, ouais, ils sont pleins de vie, c'est chouette. Mais même des fois, quand je vais au sport, je vais faire toute ma journée d'entraînement et que je les ai, je me dis, en fait, c'est beaucoup plus fatigant. Et donc, du coup, je me dis, mais en fait, il faudrait que je les ai avant et après que j'aille au sport. Mais en fait, je suis même rincé après. Donc, c'est ça qui est fou. C'est que j'ai beau m'entraîner comme un fou, c'est tellement enrichissant d'une part, mais aussi tellement fatigant à certains moments donnés aussi de leur évolution, et puis, ouais, je pense qu'ils sont hyper curieux. Donc, moi, je suis très satisfait de ça. Je les pousse à cette curiosité. Et du coup, ça demande beaucoup d'attention. Je te comprends. Ok. Alors, j'aime bien me poser la question, est-ce qu'au prisme de ton parcours, si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que c'est une phrase qui fait écho? Oui. Oui, aussi, rendre possible l'impossible. En fait, je pense que rien n'est impossible. Mais vraiment. C'est juste quel temps on se donne. C'est juste ça. Pour n'importe qui, rien n'est impossible. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir un talent, ils vont avoir un travail et qui vont arriver beaucoup plus vite que d'autres personnes. Mais si on a décidé et qu'on a tous cette envie, rien n'est impossible, réellement. Et donc, du coup, ça peut être plus de temps pour certaines personnes. Et la différence qu'il va y avoir quand on n'a pas de talent ou qu'on n'a pas compris les choses ou qu'on n'a pas cette envie aussi, c'est que vu que ça va prendre plus de temps, est-ce qu'on va garder cette motivation pour y arriver et on va pas abandonner avant. Et donc, pour moi, tout est lié à ça. C'est la motivation liée au temps qui nous emmène, mais rien n'est impossible, complètement. Ok. Allez, on va parler de mental. Le mental, le fameux mental. Si tu veux le définir, ce mot, le mot mental, tu le définirais comment, toi? Le mot mental, pour moi, moi, je le verrais juste sur une chose, sur la motivation. Tout est basé sur cette motivation. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup. Il y avait une petite vidéo que j'avais vue
qui montrait bien un petit peu sur la motivation et le mental. On dit qu'il faut avoir un mental pour réussir. En fait, ça n'a rien à voir avec le mental, c'est la motivation. Dans le sens où t'as pas le mental pour aller, si demain je te dis on va courir 20 kilomètres sous la pluie, bah au niveau du mental, t'as pas forcément envie. Par contre, si je te dis je te donne 1 million pour courir 20 kilomètres sous la pluie, en une fraction de seconde, tu vas me dire oui. Bah, la différence, c'est juste la motivation. Ce qui t'a motivé à aller courir sous la pluie 20 kilomètres, c'est pas de courir 20 kilomètres. Et donc, ton mental, il reste le même. C'est juste la motivation qui amène. Donc, moi, je le vois comme ça. Et sans motivation, on peut pas aller grand. On peut pas aller loin. N'importe qui. Tous les grands champions aujourd'hui, c'est pas, ils ont forgé leur mental, mais surtout, c'est qu'ils ont un objectif et une motivation qui peut rien ébranler. Quiconque, qui que ce soit autour de soi, pourra pas atteindre cette motivation parce qu'ils ont une motivation interne ou peut-être externe aussi qui peut les motiver, mais en tout cas cette motivation là interne elle est tellement forte que rien ne peut les ébranler. Donc pour moi le mental c'est ça, c'est la motivation pure et dure. Ok. Et toi, alors, du coup, en tant qu'athlète, même en tant que chef d'entreprise, comment tu te prépares mentalement? Pour moi ma préparation mentale elle est sur un équilibre de vie principalement, et puis après derrière c'est sans cesse, c'est rencontrer, jamais oublier où sont les motivations, les enrichir, aller chercher le pourquoi, la chose qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Et souvent, on va les chercher quand c'est les moments les plus difficiles qu'on rencontre, après des grosses défaites, après tout ça, ce qui nous permet de rebondir. Donc, on va aller un peu piocher là-dedans. On se fait du mal tout le temps, on perd, on n'est pas bien. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on est aussi malade à vouloir aller chercher une médaille d'or alors qu'il n'y en aura qu'un? On le sait. Il n'y en aura qu'un. Tout le monde travaille très dur, mais il n'y en aura qu'un qui va le gagner. Et donc, du coup, il y aura toujours des insatisfaits. Donc, du coup, c'est assez hyper intéressant. Moi, sur cette partie-là, c'est vraiment quand je suis dans le plus grand mal que je vais chercher le pourquoi. Et moi, j'ai compris aussi mon pourquoi. J'ai aussi presque frôlé la mort quand j'ai eu mon cancer. J'avais rien vécu dans ma vie, donc du coup, j'ai cette quête de me sentir le plus vivant possible. Et aujourd'hui, ce qui m'anime et pourquoi j'ai choisi ce terrain de badminton aussi, c'est que quand j'y suis, je suis totalement moi. Je me sens heureux sur ce terrain, que ce soit le bruit, l'odeur, la vue. Tous mes sens sont totalement éveillés quand je suis sur ce terrain-là. Je me sens épanoui, je brille, je pense aussi à ce moment-là. Moi, je me sens heureux sur un terrain. Et aujourd'hui, j'ai envie de me sentir vivant des aventures tellement folles. Et qu'est-ce qu'il y a pas de plus fou que des Jeux paralympiques? Bah, moi, je connais pas. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me motive et que quand c'est dur, quand j'arrive pas, j'essaie de me rappeler ça. Donc, et après, il y a plein d'outils pour nous aider. Du coup, j'ai un préparateur mental avec qui on travaille là-dessus sur un match où là, on parle de bien-être. Pour moi, c'est ça la quête. C'est comment performer à un moment donné. Donc, il faut se rappeler par de l'imagerie, par des points d'ancrage, des moments de bien-être total pour se dire en fait là je me sens bien. Il faut aller rechercher ce ressenti. C'est très perfectible, c'est ça le mental. On le voit pas. Et je trouve que c'est même pas assez travaillé encore parce que on travaille beaucoup et ça, en fait, le résultat il est visible dans tout le reste. Dans le badminton, quand je travaille, mes coups sont différents et donc c'est mieux. Quand je travaille en salle de musculation, je vois, la musculature se transforme, je suis moins blessé, je vais plus vite. Donc j'ai des choses mesurables. Sur le mental, c'est difficile à se rendre compte de voir c'est comment on va gérer les émotions peut-être sur un terrain en compétition, mais on travaille ça à l'entraînement alors et aussi pendant les compétitions, mais c'est ça qui est je trouve que c'est très perfectible ce mental. On ne travaille pas assez parce que vu qu'on ne le voit pas, je trouve que c'est pas assez travaillé aujourd'hui. En tout cas, chez les athlètes, pour beaucoup, ils disent mais j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai un mental d'acier, j'ai pas besoin de ça. Rien ne peut m'ébranler ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas besoin de ça aujourd'hui, s'ils le travaillaient, ça se trouve, ils seront encore meilleurs. Ouais, après, il y en a qui travaillent dans l'ombre. En fait, il y a différentes manières de voir les choses. Après, il y a des athlètes qui, malheureusement, ne consacrent pas de budget à la préparation mentale parce que tout simplement, tout leur budget passe dans autre chose et qu'ils n'ont pas suffisamment on va dire, de garantie financière pour pouvoir tout payer. Donc, du coup, souvent, on va dire, c'est le truc qui passe un peu à la trappe, quoi. Parce que l'aspect technique et l'aspect physique passe peut-être avant, tu vois, la prépa mentale pour certains. Du coup,
voilà, heureusement il y a des fédés qui aident énormément aussi maintenant. Heureusement qu'il y a cet Ah, aspect. et même l'ANS, genre la Maison de la Performance, à tous ces organismes aujourd'hui au-dessus encore des fédérations qui ont cet objectif qu'on aille tous faire des médailles aux Jeux, nous emmènent aussi dans cette performance. Et donc, du coup, la prépa mentale, aujourd'hui, elle est totalement intégrée dans le programme. Et je connais pas dans mon entourage, tous les athlètes qui préparent les Jeux ont tous un préparateur mental, en tout cas, pour aller performer. Alors, tous ceux qui visent une médaille, ils sont tous dans cet objectif-là. Ouais. Ils ont tous Ouais. Bah ouais, c'est important. Je pense que c'est important d'être accompagné. Moi, ça m'arrive d'aider des athlètes, tu vois, de manière philanthropique, hein, parce que je les laisse pas sur le bord du chemin, tu vois, quand il y en a qui ont besoin, je leur file un coup de main et je dirais, il faut le faire, quoi. Il n'y a pas que l'argent qui prime, il y a aussi le côté d'aider un athlète qui en a besoin, et ça, je le fais assez régulièrement dès que je peux. Voilà, parce qu'après, voilà, j'ai d'autres activités qui me permettent tu vois, de vivre, et du coup, c'est cette compétence que j'ai, ce diplôme que j'ai passé, et puis l'expérience que j'ai eue dans le sport de haut niveau, mais plutôt dans le tennis. Bah, Ok. c'est un peu mon ADN, donc du coup, quand je peux filer un coup de main, bah, je le fais. Donc voilà, c'est important. C'est important. Il y a tellement d'athlètes qui ne le travaillent pas, mais, comme je te disais, par faute de moyens financiers, tout simplement. Parce que Ouais. bah, voilà, ça va me coûter de l'argent, déjà j'en ai pas. Donc, ou alors des fois, il y a aussi il y a des coachs aussi qui, bah, du coup, bah, qui s'improvisent aussi un peu préparateurs mentaux, mais quelque part, ils ont ce lien de confiance, donc ça peut être bien aussi, hein. Moi, je l'ai connu pareil, dans le tennis, on peut avoir des sports individuels. Donc, les sports individuels, on est forcément impacté par la dimension mentale et dans les côtés un peu psychologiques de l'athlète avec qui on travaille, quoi. Donc, forcément, tu es obligé de te former tout au long de ton cursus ou de tes expériences pour apprendre aussi à dompter les émotions de ton disciple. Des fois, peut te rendre fou quand toi, tu es à l'extérieur et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ouais. Ou tu sais ce qui se passe dans sa tête et réagis, quoi. T'as envie de lui prendre sa raquette ou t'as envie de faire quelque chose parce Ouais, que c'est ça. là, je, Des fois, tu débriefes, mais tu constates, voilà, malheureusement, on peut pas faire tout le temps de la télépathie. Heureusement, des fois, juste par des langages corporels, on arrive à se comprendre. C'est pas toi, dans le tennis, c'est interdit le coaching. Tu vois, là, je sais même. mais je sais pas, chez toi, le badminton, c'est possible? Le badminton, on n'a pas le droit de parler pendant le point. Par contre, dès qu'il y a des temps morts, c'est-à-dire quand on n'est plus en jeu, on a un coaching derrière la chaise, on a du petit coaching entre les points, ça reste du jeu continu. Donc du coup, dès qu'on a perdu le point, il faut rejouer tout de suite. Mais on a 30 secondes. Si on gère bien, et ça fait partie de nos routines aussi, de se préparer, de se remettre dans l'échange suivant. Donc du coup, on est dans cette routine de perf. Et là, il y a quelques conseils qui peuvent arriver. Et après, on a des pauses. 11 points, on a 1 minute, on a 2 minutes, pardon. Et après, on a 3 minutes entre chaque set. Ok. Ouais, du coup, Donc, c'est un peu plus. C'est un peu plus. euh, ouais, Ok. on a du coaching quand même. Ok. C'est important, ouais, c'est important. C'est important, en tout cas, des fois, ça permet de changer complètement la stratégie et puis on va dire, le fil d'un match. Oui, bah, surtout ce que nous, on a notre certitude sur le terrain et voilà ce qu'on sait faire. Après, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas voir dans l'action, avec un œil vraiment en prenant du recul. C'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir. Parce qu'au final, le badminton, moi, ça reste comme tout sport d'opposition, genre le tennis, le badminton. L'objectif, c'est de créer des problèmes à celui d'en face, hein, pour pas qu'il arrive, il faudra renvoyer soit le volant, la balle, ou d'attaquer quand on est à l'escrime, ou de défendre. Bref, on est, euh, on est là, on pose des problèmes à l'autre, et à un moment donné, soit il y a failure et il trouve pas la solution et on gagne, soit ça s'échange, et c'est ça la stratégie, elle change tout le temps. C'est tu me poses un problème, je trouve une solution. Ok, bon bah je vais te proposer un autre problème, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est hyper intéressant, en tout cas pourquoi j'aime autant ce sport aussi, c'est que il y a tellement de combinaisons de stratégies différentes, de styles de jeu, que il y a plein de possibilités. Ouais, c'est ça. Il y a plein de, il y a plein de possibles, effectivement. Ok, allez, on va parler de confiance. Alors, souvent, j'aime à dire que la confiance, elle se construit différemment en fonction des individus que j'interviewe. Et
cette confiance, souvent, soit c'est le système éducatif parental qui permet d'avoir un socle solide de l'estime de soi et d'avoir ce gros réservoir de confiance qu'on a après toute la vie, soit alors, on se la construit soi-même au fur et à mesure des baffes qu'on prend dans la vie. Toi, t'es plutôt, comment ça s'est organisé, là, on va dire Ouais. la construction de ton estime et de ta confiance en toi? Moi, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux parce que j'ai une enfance très protecteur, bienveillante, où du coup j'ai toujours eu tout pour moi, où j'étais vraiment dans cet accomplissement personnel et dans une quête d'estime de soi. C'est-à-dire que je m'en rappelle même encore à l'école quand je travaillais, mes parents me disaient de toute façon, je suis fier de toi parce que tu me rapportes des bonnes notes, mais le plus important c'est que toi tu sois fier de toi. Donc du coup ils avaient cette culture-là, c'est-à-dire que tu travailles pas pour moi. Moi si tu réussis, je serai heureux. Mais par contre, si toi, tu réussis ta vie, ça sera quand même mieux. Tout ce que tu fais dans ton enfance et tout ce que tu fais à l'école, c'est comme ça que en tout cas, j'ai eu cette éducation-là que j'essaie de reproduire aussi parce que je trouve que c'est une bonne chose. Et après, la vie, moi, m'a apporté pas mal de choses, surtout, à des pépins, on va dire, plutôt de santé. Méningite à 3 ans, après grosse crise d'épilepsie pendant mon adolescence, après cancer à 17. Donc, ouais, ça a été, gros chemin, ça n'était pas simple pour mes parents. Maintenant que je suis parent, je me dis quelles toutes les frayeurs que j'ai pu leur faire. Mais, mais oui, ouais, après derrière, ça m'a tellement forgé, c'est-à-dire de voir que tu peux combattre certaines choses, que tu es au fond, moi, quand j'étais en pleine chimio, que j'arrivais plus à me lever, que j'arrivais plus à tout ça, et qu'après, on arrive à se relever, c'est clair que ça aide énormément dans son estime de soi, de montrer qu'on est capable d'eux. Et je prends l'exemple même sur un autre sport qui est la course que tout le monde peut faire. L'idée, c'est ça, c'est que aujourd'hui, on n'est pas capable de courir plus de 2 kilomètres. Une fois qu'on a réussi à faire 1 kilomètre, on se dit, ouais, on va aller chercher, on va se dépasser, on fait 2 kilomètres. Pourquoi on pourrait pas faire 3, 4, 5 et aller courir dans un an un marathon? Alors qu'il y a un an, ça aurait été impensable parce qu'on n'arrivait pas à courir 2 kilomètres. Et je trouve que c'est ça, vraiment, ce dépassement de soi et que le sport nous aide tellement là-dessus. Moi, je vois pas mieux, en tout cas, pour aller chercher de la confiance et de l'estime de soi comme activité. Le sport, on est sans cesse à se dépasser, mais on est dans l'échec et en même temps, si on se dépasse, on arrive à être vraiment satisfait. Honnêtement, à part des grands malades, personne n'aime aller en salle de musculation. Au début, ça fait mal, mais quand on a le résultat qui est derrière, avec le cardio qui monte, on a ce sentiment d'être vidé physiquement, ça fait tellement du bien à sa tête. Et donc, du coup, cette estime de soi, elle est forte. Donc, voilà, moi, ça s'est construit entre les deux. La dureté de la vie, surtout dans la maladie, et de voir que je l'ai réussi. Et après, le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. C'est de construire l'estime de soi et mon enfance. Ok. De toute façon, c'est vrai que quand on est petit, c'est là où on construit quand même beaucoup de choses, hein. On dit qu'il y a quand même pas mal de choses qui se construisent avant l'âge de 6 ans et qu'on garde ensuite de manière irréversible jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux poser les bonnes pierres dès le départ. Alors, du coup, toi qui es parent et comme moi, je dirais, c'est important aussi, déjà, quand on est, quand on est parent, de faire attention un petit peu à ces choses-là pour construire des adultes en bonne santé psychologique et qui vont avoir confiance en eux pour oser des projets, ne serait-ce que ça, ne pas avoir peur, oser se lancer, oser parler, oser dire les choses, oser s'affirmer. Donc ça part. Et dans le portrait chinois, je t'avais parlé de persévérance, mais les deux autres qui sont à côté, c'est l'estime de soi et la curiosité. Tu parles d'oser, mais si on n'est pas curieux, qu'on va pas voir ailleurs tout ce qui se passe, c'est difficile de sortir aussi de sa zone de confort. On est là. Donc, ouais, j'essaye de vraiment les inculquer à ça. Et après, je fais encore des erreurs, on est parents. C'est ça qui est bien. Par contre, c'est aussi de les reconnaître. Et moi, je pense que c'est ça aussi dans l'éducation, je veux aussi leur montrer, c'est de dire, voilà, même moi, en tant que père, je me trompe, il y a des moments où ça va pas. J'ai pas assez de patience, j'ai pas assez de bienveillance, peut-être à certains moments. Je suis fatigué de ma séance. Là, les cris, les petites améries entre les deux, c'est stop et j'ai pas envie. Et donc, du coup, c'est aussi d'admettre que là, non, c'est pas un bon moment pour moi. J'aurais pas dû réagir comme ça et de montrer qu'il y a pas, que tout le monde peut faire des erreurs, même
voilà, même adulte, même avec le rôle de parent, de se remettre en cause, de tout ça. Donc et l'exemplarité pour moi fait partie de quelque chose d'important aussi dans la construction, même que ça soit dans le sport. Hein. Quand on va regarder aussi un autre athlète, on va prendre exemple aussi sur lui. Donc du coup, je trouve que les enfants, c'est un peu ça aussi. On est un modèle. Et donc du coup, il faut que je dis pas qu'on peut être irréprochable, ça c'est impossible. Mais en tout cas, quand on fait des erreurs, c'est assumer, de les reconnaître, et c'est ça qui est important. Complètement. Complètement. Mais si je te dis le regard des autres, ça t'évoque quelque chose? Le regard des autres, c'est toute ma vie. Le regard des autres dans le sens où 17 ans, voilà, presque 18 ans, à un moment, quelques mois après mes 18 ans, maintenant que je suis en situation de handicap, moi, le handicap, je le voyais comme quelque chose de tellement péjoratif, comme quelqu'un déjà, je voyais quelqu'un qui était en fauteuil. Moi, je me reconnaissais pas là-dedans parce que j'ai pas voulu me mettre dans un fauteuil. Je suis sorti de l'hôpital avec les béquilles sur une jambe. J'avais pas forcément envie de me mettre dans le fauteuil. Et donc, du coup, le regard des autres, je l'ai porté pendant très longtemps. Moi, je me sentais diminué. Donc, du coup, je pensais que tout le monde voyait ça aussi. J'ai pas envie que les gens me voient comme quelqu'un de faible. Donc, du coup, j'ai tout fait pour le cacher. J'ai caché mon handicap jusqu'à l'âge de mes 30 ans. Et c'est une fois que je me suis lancé ce défi paralympique, que du coup, ça m'a permis, on va dire, d'accepter la chose grâce au sport. J'ai même après tatoué ma jambe parce que je la cachais avant, mais aujourd'hui j'ai voulu l'embellir. Voilà, c'était tout ce côté regard des autres a été très compliqué pour moi. J'avais besoin encore de prouver, et j'ai même encore besoin, je pense, de prouver des choses aux autres, qu'on est capable, voilà, il y a encore des choses qui sont très ancrées après d'avoir caché tout ça. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de prouver à mes parents, prouver à mon entourage, prouver au monde que j'existe, que j'ai envie de prouver que on peut faire plein de choses aussi. Et donc, du coup, le regard des autres a un impact énorme aussi sur ce que je fais. Et après, c'est pas ce qui guide non plus mes choix et ce que je veux en faire, mais ça a un impact fort quand même parce que ça fait partie, quand je parlais de besoins extérieurs et intérieurs, ce besoin extérieur de reconnaissance, il est quand même présent. Ok, mais ouais, regard des autres. C'est vrai que, en plus, quand on fait du sport, voilà, on nous attend souvent au tournant. Du coup, on est souvent sous l'œil des projecteurs et sur plein de trucs. Donc voilà, faut faire avec. C'est vrai qu'il y a dans toutes les interviews que j'ai pu faire, il y a différentes stratégies. Il y en a qui ils s'en foutent complètement. Il y en a, ils ont appris avec le temps à s'en détacher. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Moi, je me souviens quand je jouais moi au tennis et que ma mère m'a amené faire des compètes. Ça fait, du coup, elle m'accompagnait parce que j'avais pas le permis. En fait, quand elle était au bord du cours, c'était insupportable. Quand chaque fois je perdais un point, elle soufflait. Et du coup, tu le ressens et tout. Ça, c'est agaçant, quoi. Ça met une certaine forme de pression. Donc, c'est vrai que faut apprendre à travailler dessus, le regard des autres. Des fois, ça prend un peu. Complètement. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à s'en détacher le plus possible, moi, quand je dis j'ai besoin de reconnaissance, c'est de personnes, après, c'est de qui on a besoin de reconnaissance auprès de qui, qu'est-ce qui va nous permettre d'être plus heureux, qu'est-ce qui va nous épanouir. Et au final, ce qu'on comprend, en tout cas, moi, ce que je comprends aussi le plus possible, c'est que ça peut paraître très égoïste, mais au final, il faut aller chercher sa quête personnelle du bonheur et que d'aller satisfaire les autres, est-ce que c'est vraiment ça qui va vraiment nous rendre heureux? Je pense pas. Et donc, du coup, plus on comprend ça, plus on comprend que ce que pensent les autres de ce que les autres vont faire, vraiment pas d'impact. Moi, aujourd'hui, les conseils qu'on me dit, mais il faut que tu fasses comme ça ta vie, ainsi de suite, c'est très bien, je prends, je prends, mais en même temps, je me dis, je me forge, je sais où je vais, et puis des détracteurs, il y en a toujours. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est les gens qui n'y arrivera jamais de toute façon. Si on s'attarde sous ces commentaires, même des gens qui soufflent autour, il est encore perdu, c'est normal. Ça pourrait nous impacter et au final, moi là-dessus, ça m'impacte pas du tout. C'est ça qui est, mais je me détacher le plus possible parce que j'essaie de m'entourer, on va dire, de mon équipe bienveillante qui a cet objectif. On a en fait cet objectif commun, c'est de réussir.
Et toute personne autour de moi qui n'est pas dans ce but de réussir ou d'être constructif ou d'être bienveillant dans cette construction de réussite, moi aujourd'hui, au début, ça m'affectait. Et aujourd'hui, ça m'affecte plus du tout. J'ai vraiment travaillé mon mindset là-dessus pour me dire que ça a plus d'importance. Parce que des gens qui sont là pour me dire je vais pas réussir ou que pour te descendre ou il y en aura toujours. Et j'ai même appris une chose, c'est plus tu commences à déranger des gens, plus tu es sur la bonne voie aussi. Ah ouais, bah ouais, ça fait Tout le monde. Et donc, du coup, je me dis, il y a ce grain de folie où, voilà, c'est peut-être si tu parlais de grain de folie des athlètes. Moi, j'aime bien ça, ou même des entrepreneurs ou des gens qui sont pas comme tout le monde. Bah, moi, je trouve que plus tu déranges, plus tu es sur la bonne voie. Donc, moi, ça m'encourage aujourd'hui de déranger. intéressant. On me l'avait jamais sorti, ça. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est ça. Après, tu le constates aussi dans le. Tu sais, quand tu fais des matchs, tu proposes une stratégie, tu vois que l'autre commence à fissurer, c'est que tu es sur la bonne voie. Non. Tu peux fissurer la personne parce que tu prends du temps entre chaque point. Et l'autre, il sort totalement de son match. Ça va l'agacer ou il faut continuer. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Là, tu dois travailler sa psychologie mentale ou ça n'a rien à voir avec le sport. Des films qui étaient forts encore dans le tennis sur les sœurs Williams. Oui, je l'ai pas vu encore. Il faudrait que j'aille le voir. Il est hyper intéressant sur déjà toute la stratégie du papa qu'il avait, son plan, comme il dit. Et on voit aussi cette part de mental qu'il y a à fond dans le tennis. Comment tu peux percer un match alors que tu avais tout pour gagner et puis Serena sur un match elle menait 2-7-0, t'es bien parti pour gagner le troisième et puis l'autre a vu que ça marchait pas, elle est partie 1 heure, elle est revenue et puis ça a changé dans l'autre sens parce que a changé de mindset et l'autre elle était plus dedans. Ouais. Je pense que c'est les deux mêmes joueuses à l'instant T et donc qui savaient faire les mêmes coups qu'avant, comme quoi le mental joue énormément. Ouais, ça fait des pourcentages qui sont différents selon les. Mais bon, pour moi, après, il y a quand même 90% des choses qui se jouent dans la tête. Hein. Parce que il y en a beaucoup, hein, des athlètes qui font du tennis, qui s'entraînent tous les jours, qui ont une bonne technique, qui fait dans tous les sports. Hein. Mais il y en a tellement qui restent sur le carreau comparé à d'autres. Donc, ce qui va faire la différence, c'est leur capacité mentale, je pense. Hein. Passer, à être persévérant, jamais lâcher. Je pense que c'est ça. Après, on le constate aussi beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. Hein, je veux dire, Le sens. c'est ceux qui lâchent pas. Enfin, je veux dire, même si ça va pas, ils continuent. Je veux dire, Dans l'entrepreneuriat, on appelle ça pivoter. T'as un business model, mais tu pivotes sans cesse et pour trouver le bon success model à la fin. Et quand tu vois t'as les business angels, ceux qui investissent dans tes sociétés ou qui investissent dans les gens, dans les entrepreneurs, ils investissent pas sur l'idée, ils investissent sur la personne parce qu'ils savent que cette personne-là va pouvoir rebondir, va pouvoir gérer un échec parce que des échecs, on va en rencontrer normalement tous les jours si on entreprend. Si on n'innove pas, si on va pas aller chercher des choses qui sont tellement dérangeants dans le monde, c'est que on n'a rien compris. On peut pas innover une startup, c'est ça. Donc c'est très proche, moi je le trouve, le métier d'entrepreneur et de sportif de haut niveau. Je dirais que je fais la même chose. La seule chose, c'est que il y en a un où j'utilise plus mon corps que l'autre, mais dans l'esprit, c'est la même chose. complètement. Et puis souvent, je dis souvent ça. Je dis que les entrepreneurs, c'est des athlètes en fait, au final. Donc en fait, on se rejoint. Et beaucoup de personnes oublient son corps quand on est entrepreneur. Et beaucoup aujourd'hui, on en parle beaucoup de burn-out, de choses comme ça. Parce que aussi, il n'y a pas cet équilibre aussi physique. Et à l'inverse, un sportif va pas avoir cet équilibre aussi mental qui fait que du coup, ils peuvent aussi être en burn-out. Moi, j'ai connu des athlètes qui étaient même des grands champions. Ils le disent tous. Une fois qu'ils ont eu leur médaille d'or au jeu, ils ont un vide total. Ils sont en dépression. Ils appellent ça un burn-out, une dépression. On peut le dire comme on veut, mais derrière, la tête, elle a plus suivi et ils ont plus de motivation. Pourquoi je vais aller me faire mal autant? J'ai gagné ce que j'avais toujours rêvé. C'est quoi? C'est d'aller en chercher une deuxième? Pourquoi? Est-ce que ça a changé ma vie ou des choses comme ça? Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui n'ont plus d'envie, plus rien. Parce que ça aussi, ça se prépare. Mentalement, de gagner, ça se prépare. En tout cas, quand tu fais le ratio de ce que te rapporte la médaille au temps passé à t'entraîner et au sacrifice que tu fais, je pense que tu es bien moins que le SMIC, hein, non? Parce que c'est pas énorme la médaille non plus, hein, je veux dire.
c'est au final, quand tu regardes tous les sacrifices, tout l'investissement, le temps passé, une Olympiade, c'est 4 ans. Enfin, tu te dis, si tu prends la médaille, tu prends le prix de la médaille, tu divises par les 4 ans, le nombre d'années, bah oui, c'est pas énorme, hein. Non, c'est rien. M'en fais pas ça pour ça. Ouais, je sais bien, mais quelque part, il faut aussi qu'ils vivent, ces athlètes-là. C'est pour ça que beaucoup cherchent j'en vois beaucoup qui, tu vois, qui cherchent des partenaires économiques pour. Ouais. Voilà. Moi aussi, je reste un modèle économique dans ma préparation, d'avoir des mécènes, des partenaires, en plus des autres activités que je fais professionnelles. Mais oui, ça reste modèle économique. On a besoin d'être suivi et voilà, de gagner sa vie. Hein. Il y a encore plus, je dirais, quand on est dans un sport para, parce qu'aujourd'hui, la différence qu'il y a entre un sport valide et un sport para, c'est que sport valide, au moins, quand on gagne un prix ou quand on gagne un tournoi, on a des prize money. En para, il n'y en a pas du tout. Ah ouais, y a pas ah ouais, ok. Donc, du coup, il y a que des coûts d'aller en tournoi. C'est pas ça qui va nous gagner, faire de l'argent. Moi, je dois trouver des partenaires pour partir. Donc, c'est ça qui est fou. C'est que je peux même pas rentabiliser. Ouais, tu comprends pas, ouais, ouais. Alors que tu vois, dans le tennis, même dans les petits tournois, bah, t'as toujours un prize money, t'as toujours un petit truc qui te permet un petit peu de compenser l'engagement financier, ne serait-ce que sur ton déplacement, quoi. Si on, déjà, bah, si on comparait, c'est même très intéressant. Il faudra regarder Roland Garros, le prix pour le vainqueur homme, le prix pour le vainqueur femme. Et après, derrière, la semaine, la deuxième semaine, il y a aussi les paras. Puis ils font du paratennis à Roland Garros. Et ben, le price money entre les trois, c'est pas la même. Ouais. Mais j'irai voir par curiosité, mais je sais que la deuxième semaine, il y a la journée tennis en fauteuil. Généralement, c'est le mercredi de la deuxième semaine, il y a une journée qui est consacrée exclusivement à ça. J'aime bien y aller à ce moment-là, je trouve que c'est toujours un bon moment. Mais ouais, j'irai regarder la différence entre les prize money. En tout cas, déjà, il y en a. Déjà, on va dire, c'est déjà bien. Dans notre sport, il n'y en a pas, comme tu dis, donc c'est. Voilà, moi, dans mon sport, il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, du coup, l'idée, c'est aussi ça. De toute façon, ça reste une économie. C'est-à-dire que ce qui fait vendre, c'est les partenaires. Les partenaires, c'est parce qu'il y a de l'intérêt aussi pour le sport et pour les spectateurs qui seraient prêts à mettre autant d'argent, d'aller dans les stades, d'aller consommer les produits autour, donc tout l'écosystème qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, que ce soit dans le sport féminin ou dans le sport para, aujourd'hui, l'écosystème n'est pas encore développé, n'est pas professionnalisé. Donc, du coup, c'est ça qui fait que on dit souvent c'est le chat qui se mord la queue. Bah, t'as pas d'argent parce qu'il y a pas d'annonceurs, parce que c'est pas médiatisé. Ouais, mais si vous le médiatisez pas, comment on va pouvoir Ah oui, bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais connaître et en même temps, ça reste l'économie. Discuter avec les journalistes de l'équipe qui me disaient clairement, hein, moi, des beaux portraits, des belles histoires sur le tennis féminin ou sur du tennis para ou sur du para-badminton, des choses comme ça. C'est super. La seule chose, c'est que moi, mon papier, il se vend plus quand j'ai Messi en couverture parce que il s'est absenté de l'entraînement. Voilà. Ça vend plus. Donc, c'est économique. Moi, je vends plus de papier. Donc, la rédaction, c'est ce qu'elle met à la une. voilà, ils vont en vendre alors du coup du papier, hein, parce que là, du coup, avec la fin de son contrat, les 2 semaines de suspension, un truc un peu hallucinant, mais bon, un peu bizarre. Un peu bizarre tout ça. Mais en tout cas, ouais, ça va leur faire vendre du papier là. Ça, c'est sûr que les gens, ça va être croustillant de savoir mais pourquoi il est suspendu, est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester. Ouais, non, ouais, je comprends. Ok. Écoute, on arrive sur la fin de l'interview. J'ai toujours une question que j'aime poser, c'est, on l'entend souvent, on dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Toi, tu es dans quel, comment tu, tu vis les choses? Tu lâches rien, tu lâches un peu, tu mixtes, ça dépend. Enfin, Ah, comment tu. moi, je suis un obstiné. Je te dis, je lâche rien. Vraiment. Là-dessus, c'est mon côté persévérant, mais vraiment, je n'aime pas être dans l'échec. Et pourtant, je le suis souvent, mais j'aime pas être dedans. Donc, du coup, vu que j'aime pas être dedans, je vais avoir cette satisfaction de me dire que j'ai réussi. Même si personne regarde, j'ai réussi moi. Donc, du coup, je vais être je vais pas lâcher tant que j'ai pas réussi. Des fois, ça devient même un fonctionnement très autiste là-dessus, dans le sens où je suis pas câblé pareil.
Je le ressens comme ça, moi. C'est-à-dire que je vais être obstiné et ma logique va faire que tant que j'ai pas débloqué les verrous et que la porte elle s'est pas ouverte, bah, on va continuer à essayer, hein. On va essayer toutes les clés, on va essayer un autre système, mais il faut y arriver. Donc, du coup, je suis très obstiné là-dessus. Un peu. Du coup, c'est pas, je dis têtu, hein. Mais ça m'aide à certains moments parce que du coup, j'ai quand même réussi pas mal de choses. Donc, c'est top. Ok, bon écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tout le temps que tu m'as accordé. On a pu avoir un échange hyper sympa. Et comme le veut la tradition du podcast, le mot de la fin de temps revient. Et ce que j'aime bien, c'est que mon invité, il dépose une petite pierre sur quelque chose qui lui tient à cœur, un message qu'il a envie de laisser sur le message de la fin. Et voilà, donc c'est toujours sympa si tu as une association je sais pas, à faire découvrir, ou si tu veux un mot un peu plus large sur en tout cas le sport, et notamment du coup on va dire des choses que tu aimerais dire par rapport, je sais pas, à des aides qu'on pourrait éventuellement auxquelles on ne pense pas, parce que des fois c'est le manque d'information et de communication qui peut bloquer certaines choses. Donc si tu as des idées, si tu as des choses à dire avant qu'on clôture, vas-y, te gêne pas. C'est un espace pour toi. Et beaucoup, et là on n'aurait pas assez de temps. Mais mais ce qui me tient à cœur vraiment, et je pense en tout cas, c'est dans cette transmission de moi, ce que j'ai compris. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si on va puiser dans sa singularité, chacun, on a tous une singularité, et que si on va tous puiser dedans, c'est ça qui va nous permettre de réussir et qui va nous permettre surtout de briller. On cherche tous à vouloir briller parce qu'il y a quelqu'un qui a brillé quelque part à la télé, on veut être connu, on veut faire ça, ainsi de suite. Mais si on veut vraiment briller dans sa vie, il faut aller chercher ce qui nous rend différents, et donc aller chercher dans cette singularité. Moi, je l'ai compris assez tardivement grâce à mon handicap, mais je l'ai compris, donc du coup aujourd'hui, ça me permet d'avancer là-dedans. Et pour ça, je lance aussi un mouvement avec Tiffany. L'objectif, alors le mouvement s'appelle Je te me vois. Donc le je te vois, donc c'est je te vois et je me vois. Et donc ce mouvement-là a pour objectif d'aider les personnes à accepter sa singularité, sa différence, son handicap, souvent invisible, parce qu'à 80% le handicap est invisible. Donc du coup, moi je l'ai caché pendant très longtemps parce que je ne considérais pas cet handicap visible et connu de tous. Donc j'ai réussi à le cacher, et je me dis qu'en fait on est très nombreux en France, même dans le monde, à ressentir ça. Donc du coup, d'aider ces personnes-là à dire qu'ils existent. Donc je te vois, tu existes, et je me vois dans cette acceptation de handicap, pour essayer d'aller puiser aussi dans leur singularité et essayer d'aller eux aussi briller dans leur vie plus tard. Donc voilà, c'est un mouvement qu'on est en train de construire, que je suis en train de construire en parallèle, et qui me tient énormément à cœur parce que je sais que ça va être la suite de mon aventure sportive une fois que ça sera terminé, parce que j'ai envie de transmettre ça par la suite, tout simplement. Ok, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et puis écoute, je te souhaite plein de belles choses, une bonne préparation, et puis pourquoi pas une médaille, hein. Et on espère. C'est l'objectif. Non, pas pour ça. En tout cas, merci. Mathieu. Et du coup, plein de bonnes choses, et puis à très bientôt. Bye bye. À bientôt, au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.